Libye, de nombreux civils sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de Tripoli. C'est ce qu'a déploré ce mardi Amnesty International, qui a évoqué de possibles crimes de guerre. En Gambie, un ancien compagnon d'armes et ex-bras droit de l'ex-président Yahya Jammeh a admis sa part de responsabilité dans l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants. Et puis, la Côte d'Ivoire veut améliorer le sort des cacaoculteurs dont la plupart vivent sous le seuil de la pauvreté, en cause les bas prix sur les marchés et surtout la faible part de la valeur ajoutée qui revient aux agriculteurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, un tribunal de Conakry a condamné ce mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent le pays depuis une semaine. Abdourahmane Sano, coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution, a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne en appelant à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en 2020. Il faut dire que 3 autres prévenus ont été simplement relâchés. En Libye, de nombreux civils sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale Tripoli. C'est ce qu'a déploré ce mardi Amnesty International. L'organisation de défense des droits de l'homme a évoqué de possibles crimes de guerre. Voici les détails. Selon Amnesty International, de nombreux civils libyens sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale libyenne Tripoli. Dans un rapport rendu public, l'ONG a déclaré que les belligérants qui prennent part à cette bataille tuent et mutilent de très nombreux civils en lançant des attaques à l'aveugle et en utilisant tout un arsenal d'armes explosives imprécises dans des zones urbaines peuplées. Les combats ont fait au moins 1093 morts et 5752 blessés, dont des dizaines de civils et forcés. Plus de 128 000 personnes ont quitté leur foyer, selon un bilan de l'ONU en juillet. Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont déclenché une offensive le 4 avril dernier pour s'emparer de Tripoli, mais se heurtent depuis à une opposition farouche des forces loyales au gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale. L'Organisation de défense des droits de l'homme dit s'être rendue sur 33 sites visés par des frappes à Tripoli et aux alentours et fait état de preuves de possibles crimes de guerre imputables aux deux camps. L'organisation, qui affirme avoir dépêché des enquêteurs des deux côtés de la ligne de front, a noté un mépris systématique envers le droit international, favorisé par l'approvisionnement continu des deux camps en armement, en violation de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU à la Libye. Des milliers de Soudanais se sont rassemblés lundi dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum, la capitale. Objectif réclamé aux nouvelles autorités du pays, la dissolution de l'ancien parti au pouvoir du président déchu, Omar El-Béchir. Voici les images. Une foule d'hommes et de femmes se sont rassemblés à Khartoum, dans la ville voisine d'Omdurman, à Madani, à Al-Obeid, à Port-Soudan et à Zalinge, dans le Darfour, théâtre de conflits sanglants, exprimant leur soutien aux nouvelles autorités chargées de la transition du pays vers un régime civil. Les rassemblements de lundi commémoraient par ailleurs le soulèvement du 21 octobre 1964 qui avait renversé le chef militaire de l'époque, Ibrahim Aboud. Des banderoles appelant à dissoudre le parti du Congrès national NCP ont été brandis par la foule. Les rassemblements organisés par les Forces pour la liberté et le changement, FLC, fer de lance du mouvement de contestation, demandaient également justice pour les martyrs tués pendant le soulèvement de plusieurs mois qui a renversé Béchir. Une de nos demandes est la justice. De nombreuses vies ont été démolies et malmenées. Le gouvernement de transition garde le silence comme des cadavres et ne lève pas le petit doigt. La situation économique est toujours très mauvaise.
El-Béchir a tué beaucoup de gens. Il a pris des vies pendant 30 ans, comme lors des génocides au Darfour, dans les monts Nouba, dans l'est du Soudan et dans le Nil bleu. Dans notre région, des gens sont opprimés et marginalisés. Mais je leur dis que ce qui est juste est juste. Et Omar El-Béchir, si Dieu le veut, sera jugé. Après son procès, il sera exécuté. Pour rappel, Omar El-Béchir et son NPC ont dirigé le Soudan pendant 3 décennies à partir de 1989, date à laquelle il est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes. Des manifestations ont éclaté contre son gouvernement en décembre 2018 et se sont rapidement transformées en un mouvement national de contestation qui a finalement conduit à son éviction le 11 avril. Actuellement jugé pour corruption, Béchir est détenu dans une prison de Khartoum. Plusieurs autres responsables de son gouvernement et de hauts dirigeants du NCP sont également en prison. En Gambie, un ancien compagnon d'armes et bras droit de l'ex-président gambien Yaya Jammeh a admis sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés. Il a néanmoins nié son implication directe dans plusieurs cas emblématiques. Reportage. Edouard Singatek était attendu pour la 3e fois en une semaine par la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de Yaya Jammeh. Ce dernier, en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, échappe pour le moment à la justice de son pays. Singatek, né au Royaume-Uni, est l'un des instigateurs du renversement par un groupe de jeunes officiers du régime de Daouda Jawara en juin 1994. Ces officiers ont placé Jammeh à la tête du conseil provisoire des forces armées avant qu'il devienne chef de l'État et soit élu et réélu jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow. Il a reconnu avoir personnellement arrêté en novembre 1994 dans le palais présidentiel 2 des leaders de la junte, le vice-président Sana Sabali et le ministre de l'Intérieur Sadibou Eidara, convoqués par Yaya Jammeh qui les soupçonnait de vouloir le renverser. Le premier a été torturé et fait 9 ans de prison. Le second est mort en détention. Il a ensuite fermement démenti avoir pris part en juin 1995 à l'assassinat du ministre des Finances Ousmane Koro Sezaï, lié selon lui à de l'argent libyen destiné à la rébellion séparatiste en Casamance dans le sud du Sénégal. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. J'ai eu tort d'arrêter des gens et de les soumettre à des traitements inhumains, a-t-il dit en fin d'audition, avant de présenter ses excuses en langue locale pour être compris par le plus grand nombre. Le Botswana vote demain mercredi pour des élections générales d'une âpreté inédite dans l'histoire de ce pays, un pays considéré de longue date comme l'une des démocraties les mieux assises du continent africain. Plus de 900 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales du Botswana, pour une population de 2,2 millions d'habitants. Outre le Parti démocratique du Botswana et la Coalition pour un changement démocratique, 2 autres partis ont présenté des candidats pour les 57 sièges du Parlement local. Le parti qui disposera du plus d'élus choisira le chef de l'État. Les résultats sont attendus d'ici à la fin de la semaine. 1 an après avoir rendu les rênes du pays, l'ex-président Khama a claqué en mai la porte de son Parti démocratique du Botswana en accusant son successeur, Mokwetsi Masisi, de dérive autoritaire. La querelle a pris des proportions telles qu'elle fragilise la position électorale du BDP qui dirige ce pays riche en diamants et en éléphants sauvages depuis son indépendance en 1966. Le parti au pouvoir a réalisé le plus mauvais score de son histoire aux élections générales de 2014 en tombant sous la barre symbolique des 50% des suffrages. Son principal rival de l'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, espère en tirer profit dès mercredi. Contrairement à d'autres pays voisins, l'importance des enjeux ne devrait toutefois pas menacer la stabilité du Botswana. Nous sommes toujours au Botswana où l'ancien président du pays, Ian Khama, explique sa décision de soutenir l'opposition avant les élections générales face au Parti démocratique du Botswana de son successeur, Mokwetsi Masisi. Bien sûr,
nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de soutien dans tout le pays et que nous aurions pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais je pense que nous avons pris la bonne décision en formant une alliance avec le principal parti d'opposition parce que l'idée était de faire en sorte que le parti au pouvoir ne revienne pas au pouvoir le 23 de ce mois. Ce que nous avons maintenant, c'est un leadership qui, si je puis le dire, s'est enivré du pouvoir et je ne l'ai jamais vu venir. Et ce n'est pas parce que j'appartenais à ce parti que je suis d'abord un citoyen de ce pays. Je ne suis pas d'abord membre d'un parti et par conséquent, pour moi, ce qui passe en premier, c'est le pays. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Ce sont des choses dont nous avons entendu parler qui existent dans d'autres pays où un chef d'État, un gouvernement, utilise les organes de l'État, les organes de sécurité de l'État pour poursuivre ses opposants. C'est quelque chose qui nous est étranger au Botswana. Et c'est quelque chose que nous n'allons pas nous contenter de prendre à la légère. Alors oui, j'ai parlé au chef de l'opposition, Douma Boko. Je l'ai rencontré plusieurs fois, plus que jamais dans le passé. Et j'espère simplement qu'il pourrait être la bonne personne pour le poste de président. Je n'en doute pas. La Côte d'Ivoire affiche sa volonté d'améliorer le sort des cacaoculteurs dont plus de la moitié vivent sous le seuil de la pauvreté, selon une étude de la Banque mondiale. En cause, les bas prix sur les marchés internationaux et surtout la faible part de la valeur ajoutée qui revient aux agriculteurs dans la filière cacao-chocolat. Sur le terrain, les discours des officiels restent sans effet. Voici le reportage. Au campement de Petit Yaoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, on est loin des négociations internationales entre États producteurs, consommateurs et multinationales. Ici, le cacao rapporte peu à ceux qui le cultivent. Ce sont les industriels des pays occidentaux qui le transforment en tablettes, barres, biscuits et gâteaux qui en profitent le plus. Sur les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés chaque année dans le monde par la filière cacao-chocolat, seulement 6 milliards reviennent aux agriculteurs, selon la Banque mondiale. Début octobre, l'État ivoirien a fixé le prix de vente du kilo de fèves à 825 francs CFA, soit 10% de plus que la saison précédente, mais nettement moins que les 1100 francs CFA d'il y a 3 ans. Un prix toujours jugé insuffisant par les paysans de Petit Yaoukro. Cacao, prix de cacao, 825 là. Bon, c'est trop petit. Cacao n'est pas donné, on n'a pas gagné bon prix aussi encore. On a beaucoup de problèmes. Voilà, nous on voit ça petit. Voilà. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient planteurs parce qu'on souffre. Et on ne gagne rien. On ne gagne rien. Je dis bien clair et net. On ne gagne rien. Donc, nous voulons que les enfants s'avancent pour pouvoir nous donner de quoi manger à l'avenir. Outre le prix jugé insuffisant, la récolte de cacao a chuté en 2 ans. Le responsable, c'est le Swollen Shoot, un virus qui décime les plantations de cacaoyers au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il n'existe aucun traitement. Les arbres touchés sont systématiquement abattus pour tenter d'éviter la propagation. Moi, je suis inquiet par rapport à l'avenir de la cacaoculture en Côte d'Ivoire parce que Swollen Shoot est en train de sévir sévèrement. Au campement, les enfants, même pour aller à l'école, c'est tout un problème. Il n'y a pas de l'école, il n'y a rien. Or, et les enfants vont à l'école aux États-Unis avec l'argent de cacao, Canada. À court terme, selon des experts, il n'y a pas de menace sur la production de cacao ivoirien. Mais entre découragement des planteurs et propagation du Swollen Shoot, la situation pourrait encore se dégrader. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.